La semaine de la justice suit son cours. Les organisateurs ont tenu ce mardi une conférence de parquet qui a ouvert le débat autour de l'état des lieux des circulaires. La rencontre vise une meilleure organisation du travail au niveau du parquet. Plus de 140 Maliens sont volontairement de retour au pays. Ils ont été accueillis cet après-midi par le ministre des Maliens de l'Extérieur. En migration pour l'Europe, ils ont été reconduits de l'Algérie vers le Niger, d'où ils lançaient un cri de cœur. En réponse, les autorités de la transition organisent leur rapatriement. 5 vols sont prévus. Renforcement de la résilience des personnes déplacées face aux effets de la crise sécuritaire. Le sujet était au centre d'une rencontre entre le ministre en charge de l'action humanitaire et les ONG à Mopti. Les deux parties veulent mutualiser leurs efforts en faveur des personnes fragilisées par la crise sécuritaire. Le RTM vous remercie de votre fidélité, chers téléspectateurs. Bonsoir. Les consommateurs maliens s'insurgent contre les grèves répétitives dans nos établissements hospitaliers. Aussi ont-ils saisi le gouvernement en vue de trouver une solution urgente à cette situation qui handicape lourdement les usagers. C'est dans ce cadre qu'une délégation de l'Association des consommateurs du Mali a été reçue par le Premier ministre, chef du gouvernement. Au cours de cette audience, notre reporter Alousé Touré a posé des questions aux représentants de cette association. Suivons. Sur notre demande, son Excellence le Premier ministre a voulu nous recevoir. Nous a reçus par rapport aux grèves récurrentes dans les structures sanitaires et précisément l'hôpital du Point G. Donc avec le ministre de la Santé, le ministre de la Fonction publique, nous avons convenu en tout cas de prendre des dispositions pour permettre l'accès des citoyens aux soins de santé de qualité et sans rupture également. Le Premier ministre, vraiment, nous devons vraiment le saluer. Il nous a écoutés attentivement et également il nous a prouvé sa disponibilité par rapport à toutes les questions d'intérêt national. Et que réellement sa porte reste ouverte pour tous les citoyens maliens et précisément les consommateurs par rapport à leurs préoccupations. Dans les jours à venir, nous allons voir, dès demain après le Conseil des ministres, nous allons voir le ministre en charge de la Santé pour avoir une séance de travail afin de trouver des solutions qui seront conformes au respect des droits des consommateurs du Mali. Nous restons à la primature où le chef du gouvernement a reçu hier une délégation des ressortissants du cercle d'Ansongo. Les échanges ont porté sur les préoccupations de la localité, notamment la situation sécuritaire. La délégation a également fait part de son souhait de voir Ansongo érigé en région, nous dit Mamadou Fani. Les ressortissants du cercle d'Ansongo souhaitent l'érection de leur cercle en région. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration remise hier au Premier ministre. Pour le porte-parole de la délégation qui a été reçu en audience par le Premier ministre, le cercle d'Ansongo mérite d'être érigé en région du fait de sa position stratégique au nord du Mali. Ansongo mérite d'être érigé en région pour les raisons plus qu'évidentes. Les atouts. Présence du fleuve Niger qui le traverse sur plus de 140 km. Existence d'un sol favorable à toutes les cultures. Abondance de la faune aquatique. Abondance des eaux souterraines et de bonne qualité. Abondance des mares permanentes et semi-permanentes favorisant le maraîchage à toutes les périodes de l'année. Présence de sites touristiques comme Koukia, Goussuri, le site archéologique de Bato Hondia, la tombe de Doudoula, frontalier avec deux pays frères, à savoir le Burkina Faso et le Niger, avec lesquels Ansongo fructifiera des échanges dans tous les domaines. Autre sujet abordé par la délégation avec le Premier ministre, c'est la question de l'insécurité dans la zone. Le Premier ministre a quant à lui rassuré que toutes les dispositions sont prises par les autorités pour ramener la sécurité dans tout le Mali. Les arguments que vous avez avancés, on ne peut pas trouver mieux. On ne peut pas justifier mieux l'érection d'une circonscription administrative. Mais il est bon que ça soit adressé au chef de l'État pour ne pas qu'il y ait la confusion des arbres. L'armée malienne nous a donné l'engagement qu'elle va pacifier la région. Quoi qu'il coûte, nous mettrons les moyens qu'il faut pour pacifier notre pays. Ce que nous demandons à notre population, c'est patience, encore patience. Vous savez, Lev Tolstoï, le grand penseur de tous les siècles,
a écrit dans son célèbre ouvrage « La paix, la guerre et la paix », dit qu'il y a deux guerriers contre lesquels personne ne peut rien. Le temps et la patience. Ansongo aura raison tôt ou tard. Le Mali aura raison. Et c'est là que nous sommes concentrés aujourd'hui. Le Premier ministre a ensuite déclaré que l'honneur, la dignité et la souveraineté sont des valeurs qui sont chères aux Maliens et tout sera mis en œuvre pour préserver ces valeurs qui ont caractérisé notre pays depuis le temps des royaumes. Le ministre en charge des réfugiés et des déplacés rencontre les ONG humanitaires à Mopti. Objectif, comment renforcer la résilience des personnes déplacées face aux effets de la crise sécuritaire. Idrissa Keita. La région de Bandiagara compte 31 388 déplacés internes. Ces personnes sont confrontées à des difficultés pour subvenir à leurs besoins. Pour en parler et trouver des solutions idoines, le ministre en charge des réfugiés et des déplacés rencontre les ONG humanitaires. Nous avons une population très éprouvée par la crise liée à l'insécurité, la gestion des conséquences de la pandémie, aussi le dérèglement climatique. Donc il s'agit non seulement d'avoir la promptitude de nos partenaires, mais aussi d'inscrire leurs actions dans les solutions durables, afin d'éradiquer à jamais les différentes crises auxquelles nos communautés sont confrontées. Les échanges francs et directs que les participants ont trouvés édifiants ont eu lieu sur comment renforcer les actions humanitaires en faveur des personnes vulnérables. Tous les intervenants autour de la table ont pu parler de leurs activités que déjà menées et qui est en cours et des perspectives d'avenir. Le souhait aujourd'hui, c'est surtout le retour de nos déplacés internes qui sont ici, dans leur village d'origine, lutter pour la paix. C'est une rencontre quand même qui nous a donné assez d'orientation par rapport aux actions humanitaires sur le terrain ici. Et en plus de cela, nous pensons que cela va nous amener à plus d'engagement auprès des communautés vulnérables. Et le ministre d'inviter les différents acteurs à une synergie d'action pour mieux orienter les efforts en faveur des personnes vulnérables. En 2023, le département compte atteindre des objectifs en termes de retour des populations déplacées. Cela ne peut être atteint que dans le cadre d'une meilleure coordination en synergie d'action, non seulement pour renforcer la résilience de ces populations déplacées au niveau des sites, mais également créer les conditions favorables de leur retour. Auparavant, le ministre et sa délégation avaient visité les sites des déplacés de Atiteboukou et sur la route de Kendje. Au centre de ces échanges, le retour des déplacés et la paix durable à Bandiagara. Les autorités de la transition sont sensibles aux cris de cœur de nos compatriotes en détresse. En migration pour l'Europe, ils ont été reconduits de l'Algérie vers le Niger. Le premier des 5 vols prévus est arrivé cet après-midi à l'aéroport international Modibo Keïta de Sénou avec au bord de la compagnie Sky Mali plus de 140 Maliens. Ils ont été accueillis par le ministre en charge des Maliens de l'extérieur. Reportage Jules Sambo Sissoko. Ils sont au total 149 migrants maliens, dont une femme et son bébé, qui ont accepté le retour volontaire au Bercail, en provenance du Niger, précisément d'Agadez, Arlit et Assamaka, à la frontière Algérie-Niger. Ils ont été refoulés d'Alger, en situation de migration régulière. Le ministre en charge des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Alhamdou Ag Ilien, en personne, est venu les accueillir. Le gouvernement malien et l'OIM ont pris des dispositions pour votre transport et puis pour votre accueil. Ce sont des jeunes qui, pour la plupart, sont partis dans le cadre de la migration irrégulière et qui n'ont pas pu poursuivre le chemin vers les pays de destination qui étaient l'Europe. Et donc, nous travaillons avec l'OIM et les pays voisins pour les regrouper au niveau des centres de l'OIM au nord du Niger et en collaboration avec l'OIM, les transporter pour les ramener ici et puis les loger, les nourrir, les soigner et puis les conduire dans leurs villages respectifs et les aider à se réinsérer. Cette opération de rapatriement volontaire est effectuée en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations. Ici, on est en train de travailler surtout sur les migrants maliens qui sont bloqués dans les pays voisins. Donc l'OIM travaille toujours sous le soutien du gouvernement du Mali. Donc nous devrons rapatrier dans l'immédiat sur ces 5 vols 750 migrants en détresse
Aujourd'hui, nous avons 149 et donc ça va se poursuivre jusqu'à mi-février, ce qui va permettre de soulager les centres d'Arlit et d'Agadez et puis aussi permettre la descente vers le sud du Niger et après à Bamako des 500 qui sont à Samaka. Après quelques semaines de détresse à la frontière Algérie-Niger, nos compatriotes sont visiblement heureux de fouler à nouveau le sol de la mère patrie hospitalière. Dans le cadre de la semaine de la justice, une conférence de parquet s'est tenue cet après-midi. La rencontre avait pour thème état des lieux des circulaires. Il faut dire que les circulaires déterminent les pans importants de la politique pénale. Adama Djimdi. Cette conférence de parquet sur le thème état des lieux des circulaires est l'occasion pour les procureurs et autres d'assurer une plus grande efficacité dans la conduite des poursuites afin d'aboutir à une application harmonieuse des pratiques. Les circulaires constituent des outils de gouvernance. C'est à travers ces documents que les orientations sont données aux magistrats du parquet pour la bonne distribution de la justice et pour l'amélioration du service public de la justice. L'année précédente, une dizaine de circulaires ont été prises dans divers domaines au niveau du département de la justice. Ces circulaires qui concernent des domaines stratégiques, spécifiques, quelquefois des domaines ayant trait à des éléments importants de la politique pénale, concernent entre autres, vous vous rendrez compte, les réseaux d'exploitation illégale d'or, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette rencontre a été mise à profit par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, Garde des Sceaux, pour rappeler les principes qui doivent guider l'action publique. Il s'agit en premier lieu, comme nous l'avions rappelé, de lutter contre l'impunité sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Comme deuxième principe, il y a la célérité dans le traitement des dossiers. Cela est particulièrement important. Nous savons que lorsqu'une infraction se commet, la réponse pénale est fortement attendue. Un autre principe, c'est le respect des droits et libertés, notamment en matière de garde à vue et en matière de détention provisoire. Nous voulons une action publique efficace, diligente, vigoureuse, mais dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des libertés et des droits des personnes mises en cause. Le garde des Sceaux est revenu sur certains dysfonctionnements au sein des juridictions qui ternissent l'image de ce corps. Dans un parquet, le procureur est la première personnalité et le responsable du parquet. Les autres membres du parquet doivent suivre les orientations, les instructions qu'il donne. Il est inadmissible que dans un parquet, des gens qui sont sous vos ordres tiennent des parquets parallèles, entrent en rébellion contre vous-même. Cela ne devrait pas arriver. Les dispositions sont prises pour mettre toutes les circulaires du département dans un seul recueil pour une meilleure exploitation par les praticiens. La Direction nationale des eaux et forêts tient sa rencontre bilan de l'année écoulée et fait la programmation de ses activités pour 2023. Jules Sambou Sissoko nous donne les détails. Le séminaire résidentiel annuel de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte regroupe tous les experts de l'agence, des pays membres et des partenaires techniques et financiers pour faire le bilan de l'année écoulée, partager les expériences et faire une planification et des perspectives. Ce cadre d'échange permet une validation des programmes nationaux, mais aussi une évaluation des résultats atteints, la consolidation des acquis de 2022, la revue des principales contraintes rencontrées et les partenariats à développer pour la mise à l'échelle des interventions. C'est également l'occasion pour consolider la planification des pays et de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte pour les années 2023, 2024 et 2025. La Grande Muraille Verte est l'expression de 11 États sahélo-sahariens dans la lutte face aux défis environnementaux et climatiques, avec l'appui précieux des institutions et partenaires techniques et financiers, dont la BAD. Au niveau de la Banque africaine de développement, je crois qu'il y a un engagement extrêmement important qui a été pris il
il y a quelques années, lors du sommet sur le World Planet Summit, 6,5 milliards en faveur de l'agenda de la Grande Muraille Verte. Et depuis lors, il y a un certain nombre d'initiatives et de programmes qui sont en train d'être mis en œuvre. Nous travaillons main à main avec l'agence sur un certain nombre de cadres de programmes de renforcement institutionnel. Pour moi, ce séminaire résidentiel devrait être l'objet d'aller visiter les infrastructures et programmes entamés au Mali. Il n'y a que des actions sommaires, timides, que je ne peux pas appeler programme. À ma qualité de bailleur de fonds traditionnels, quand on doit parler d'investissement, quand on doit parler d'infrastructure, ce que je vois venir ne peut pas être objet à parler du développement des populations. Les travaux de ce séminaire résidentiel à Bamako vont durer 5 jours. Voilà, vous venez de suivre plutôt le bilan de l'agence de la Grande Muraille Verte. En troisième région, près de 290 millions de francs CFA, c'est le coût du projet intégré d'appui au développement et à la cohésion sociale. Il vise à améliorer la mobilisation des ressources de leur paillage par la restauration des sites et la résolution pacifique des conditions des populations. Le projet qui sera porté pendant 3 ans par l'ONG Orfed concerne les femmes et les jeunes de la commune de Niena, Ndjila et Fenkolo Ganadougou. Compte rendu, Moussokoro Sereme, Daouda Konate. Par le lancement du projet intégré d'appui au développement économique et à la cohésion sociale, l'ONG Orfed, Organisation pour la réflexion, la formation et l'éducation à la démocratie et au développement, ambitionne d'améliorer la mobilisation des ressources de leur paillage à travers un processus multi-acteurs sur les questions comme l'environnement, l'agriculture durable ou la gestion des conflits. Un projet de 3 ans qui vient consolider les acquis de 2 phases précédentes. C'est surtout la restauration des anciens sites. Cette restauration va consister à remplir les trous d'orpaillage et à planter des arbres pour la restauration de l'écosystème. Donc après ça, il y a la gestion non violente des conflits. Et cette gestion non violente, ça va concerner les COFO. C'est de les renforcer davantage et de les outiller pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs. Le projet cible ainsi les communes de Niena, Tchikouna et Fenkolo Ganadougou, des zones où on dénombre près de 20 sites d'orpaillage sur une cinquantaine qui comptent le cercle de Sikasso. Les problèmes récurrents pour nous que nous rencontrons, c'est la dégradation de l'environnement suite à des sites d'orpaillage. Si un partenaire est là pour nous aider, pour que cette question environnementale soit réglée, ce projet nous intéresse à plus d'un titre. C'est une enveloppe de plus de 289 millions de francs CFA qui sera injectée dans la mise en œuvre de ce projet grâce à un financement de l'ONG allemande Pain pour le Monde. En première région, ils sont près d'une centaine d'opérateurs économiques à prendre part à la journée d'information et de sensibilisation autour des textes régissant le commerce et les pratiques fiscales en République du Mali. Benoko Fofana pour plus de précisions. Informer et sensibiliser les opérateurs économiques autour des textes régissant le commerce et les pratiques fiscales en République du Mali, c'est l'objectif de cette journée d'information et de sensibilisation initiée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce à l'endroit des opérateurs économiques de Caïa. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali a souhaité créer ce cadre de collaboration entre le secteur privé malien et puis les services techniques de l'administration publique. Parce que nous avons remarqué qu'il y a très longtemps, il y a quand même eu des incompréhensions. Et ces incompréhensions sont dues généralement au manque de maîtrise des textes qui encadrent le commerce et les pratiques fiscales au Mali. C'est pourquoi nous avons souhaité organiser ces journées d'information et de sensibilisation à l'endroit des acteurs du secteur privé. Il s'agit là de leur expliquer les textes sur la distribution d'abord, le commerce de distribution, ensuite les textes sur la concurrence et enfin les textes sur les pratiques commerciales frauduleuses afin d'éviter tout le temps les conflits entre opérateurs et administration. Cette initiative rime avec la vision des plus hautes autorités du Mali qui est de contribuer à l'apaisement du climat social. Si les acteurs du commerce sont réunis aujourd'hui pour recevoir une information sur les textes qui régissent leur activité et aussi des impôts
les textes qui régissent ces deux secteurs, dont les acteurs réunis ne peuvent pas aller sans ça. Donc ce n'est qu'une bonne chose pour les autorités administratives. Ça va diminuer même les différentes plaintes que nous recevons. À l'issue de cette journée d'information et de sensibilisation, les opérateurs économiques de la Cité des Rails seront outillés afin de bien mener leur activité commerciale selon la réglementation en vigueur. Lancement à Koulikoro des activités du projet Promotion et protection des droits de l'enfant au Mali de l'ONG Association malienne pour la promotion du Sahel, AMAPROS. Le projet a une durée de 2 ans et sera mis en œuvre dans 25 villages. Il est financé à près de 200 millions de francs CFA par le partenaire suédois Music Aid à travers l'ONG Diakonia. Compte rendu, Diemba Moussakounate. Le projet Promotion et protection des droits de l'enfant au Mali, PPDEM, dont les activités viennent d'être lancées à Koulikoro, vise à contribuer au bien-être de 2000 enfants âgés de 7 à 15 ans des communes de Méguétan, Doumba et Koulikoro à travers leur insertion socio-éducative et professionnelle. Ici à Koulikoro, le lit du fleuve, qui est souvent envahi par des enfants parce qu'ils cherchent à vivre, c'est les parents qui les envoient aller faire l'extraction du gravier, aller faire l'extraction du sable dans des conditions pénibles, extrêmement difficiles pour l'enfant. Nous voudrons éviter que nous faisons subir à nos enfants les pires formes de travail des enfants. Ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour le devenir du Mali. Ce projet s'inscrit en droite ligne de la stratégie 2021-2025 de Diakonia. Il constitue également l'une des priorités du gouvernement de transition. La mise en œuvre du projet Promotion et protection des droits de l'enfant au Mali permettra, comme planifié, de soustraire des filles et des garçons dans les zones ciblées des difficiles conditions de travail pour accéder à une insertion socio-éducative et professionnelle. Bon nombre d'enfants font l'objet de toutes formes d'abus et d'exploitation en tout genre, notamment celle de leur force de travail dans plusieurs secteurs d'activité. Et c'est là, pour conséquence, la déperdition scolaire, les mariages précoces, les risques de recrutement par les groupes armés, l'extrémisme violent. Les autorités communales se sont régies de cette initiative de l'ONG AMAPROS, car selon elles, ce projet se trouve au cœur du programme de développement des autorités maliennes, financé à près de 200 millions de francs CFA par le partenaire suédois Music Aid. Le projet sera mis en œuvre dans 25 villages des cercles de Nyono et Koulikoro. Sort optimiste, Bamako Espoir vient d'inaugurer un puits à grand diamètre pour les femmes de Matalfé et Bougoufié dans la commune de Sinzanagar. Le puits a coûté 5 millions de francs CFA. Reportage Honoré Tienou. C'est un puits à poulie de grand diamètre d'une valeur de près de 5 millions de francs CFA que Soro Optimiste Espoir Bamako met à la disposition des femmes de Mataflé Bougoufié dans la commune rurale de Sinzanagar. Le puits porte donc le nom de Jacqueline Renderer, celle même qui s'est beaucoup investie pour le financement de la réalisation de ce puits. Nous nous réjouissons beaucoup pour l'acquisition de ce puits. On vivait un véritable calvaire ici. Pour avoir de l'eau, on partait nous approvisionner dans un autre village ou dans une mare. Dieu merci, tout cela est fini maintenant. La réalisation de ce puits par Soro Optimiste entre dans sa vision de promouvoir le statut de la femme et de maintenir le moral de celle-ci à un haut niveau. Et ce puits reste donc un joyau à entretenir. Mes chères sœurs, bénéficiaires du puits, prenez soin de ces joyaux qui peut avoir de multiples bénéfices et être une source de lutte contre les maladies liées à l'eau et à l'hygiène et également économiser votre temps de travail. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de monsieur le maire de la commune de Sinzana et des veillantes populations de Matablé du Bouflé. Mes chaleureux remerciements vont à l'endroit de tous les donateurs des différents clubs. Contexte oblige, une résistance folklorique montre à suffisance l'enthousiasme des femmes pour l'acquisition de ce puits à grand diamètre.
La capitale des Balançons a servi de cadre au mouvement patriotique pour le renouveau MPR pour sa rentrée et politique placée sous le thème « Le MPR et les forces patriotiques pour un changement irréversible ». ORTM Ségou, Fousseni Samaki. Au cours de cette rentrée politique du mouvement patriotique pour le renouveau MPR, les militants, sympathisants et représentants des partis amis ont échangé sur la meilleure structuration du parti, la vie du parti, les élections futures, entre autres. Cette rentrée politique placée sous le thème « Le MPR et les forces patriotiques pour un changement irréversible au Mali » est l'occasion pour moi de rappeler la résilience du peuple malien qui a répondu par la grande et historique mobilisation du 14 janvier 2022. En effet, il y a eu beaucoup d'adhésions depuis la mise en place de la section de Ségou. Le retour de la paix et la cohésion sociale, la sécurisation du territoire et autres préoccupations nationales ont été au centre des échanges à Ségou. On a tout partagé avec les Ségouviens, avec les partis politiques, surtout les partis qui ont opté pour le changement pour le Marcoua. Nous allons œuvrer pour que la sécurité revienne au Mali. La montée en puissance des forces armées maliennes témoigne de cela. Les réformes institutionnelles pour des élections apaisées, crédibles et transparentes sont également présentes. Cette rentrée politique du MPR a regroupé les participants venus de toutes les localités des régions de Ségou et de San. Ce communiqué ce jeudi 19 janvier 2023 dans l'après-midi au siège de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA PACJ, Sisa Bamako Croix, une forte délégation du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel, conduite par son président Dr Modibo Soumaré, a été reçue à sa demande par une très forte délégation de l'ADEMA PASJ, avec à sa tête son président, professeur Marie-Mantia Diarra. Les échanges ont notamment porté sur les enjeux liés aux réformes politiques et constitutionnelles, aux élections en vue et sur les relations futures entre les deux parties en vue de contribuer à la réussite de la transition du Mali. Les deux délégations, au regard de l'urgence et de l'actualité nationale, ont convenu de créer les conditions pour approfondir les échanges sur les questions d'intérêt national. Le village de Nchola, dans la commune rurale de Niénan, dispose désormais d'une école primaire. Cela grâce à Souleymane Sangaré, un natif du village qui a mobilisé différents partenaires pour concrétiser ce rêve. Les portes de l'école ont été ouvertes ce lundi. Un soulagement pour les 161 élèves du village environ qui marchaient 3 km chaque jour pour aller à Niénan, à l'école. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux Bemba Sibi et Gaoussou Touré. Un nouveau soleil se lève sur le village de Chola dans la commune rurale de Niénan. Les élèves de cette localité ne sont plus obligés de parcourir 3 km pour aller suivre les cours à Niénan. Le village dispose désormais d'une école primaire. On marchait chaque jour 3 km pour aller à l'école. Avec la création de cette école, c'est devenu plus facile d'aller à l'école. Cela doit nous pousser à bien travailler. Je suis content de l'ouverture de cette école, car avant, la marche nous fatiguait énormément. Je promets aux initiateurs d'être les premiers de ma classe. L'accès à l'école est ainsi facilité pour les 161 élèves du village de Nchola et environ. C'est un rêve qui se réalise pour Souleymane Sangaré, natif de la localité et initiateur du projet. Accompagnés des responsables de l'académie, ils sont venus s'assurer de l'effectivité du début des cours. Comme planifié, effectivement, les enseignants ont répondu à l'appel, les élèves ont répondu à l'appel et le travail a bel et bien commencé. Vraiment, je suis très ravi et l'objectif recherché a été atteint. Il y a des effectifs dans toutes les classes que nous avons visitées et surtout l'effectif en genre. Je lance à partir de là un appel pressant
à notre principal partenaire à construire la 7e, la 8e et la 9e. Un appel à l'endroit des responsables de l'ONG APA Mali et APA Allemagne qui ont financé ce projet à 90%. L'école a été inaugurée 3 jours auparavant au cours d'une grande cérémonie. Bâtie sur une superficie de 2 hectares, l'établissement dispose de 6 salles de classe, une direction, une salle pour les enseignants et 8 toilettes, le tout entièrement équipé. Il y a eu un investissement de 3 millions et quelques pour les fournitures pour les enfants. Le coût global du projet, c'est 96 millions 400 000 environ. En acceptant de financer ces infrastructures, vous allez contribuer à l'amélioration considérable des conditions d'études des enfants, futurs cadres de ce pays. Vous conviendrez avec moi que toutes ces réalisations ne peuvent être faites sans conviction, sans don de soi, pour une cause aussi noble que l'éducation. C'est pourquoi il me plaît, au nom des plus hautes autorités du pays, de remercier l'ensemble des acteurs pour ce geste combien salutaire, contribuant au renforcement de la capacité de l'éducation dans l'arrondissement de Niana. Et pour le développement de l'école, rien n'est de trop, à l'instar des festivités de l'inauguration qui ont été marquées par un sketch animé par les élèves de la nouvelle école, une démonstration de kata, la remise d'attestations de reconnaissance à certaines personnalités qui ont contribué à la réalisation de ce projet, le tout sanctionné par une prestation musicale de Mamou Sidibé. La direction du Centre national de dentostomatologie, professeur Hamadi Traoré, a tenu la 49e session de son conseil d'administration. Le point avec Koumba Sissé. Le conseil d'administration est une occasion pour les administrateurs de décortiquer point par point les activités d'une structure. Ceux du Centre national de dentostomatologie, professeur Hamadi Traoré, viennent de se réunir pour leur 49e session. Cette session nous permettra d'apprécier notamment le bilan des activités, le niveau d'exécution financière du budget 2022 à la date du 31 octobre 2022 et l'évaluation des estimations budgétaires de l'année 2023. Je remercie les autorités, tout le personnel de la structure et toutes les bonnes volontés dont les efforts ont contribué à la nomination du CHU Senos professeur Hamadi Traoré. En hommage à celui-ci, son mérite est incommensurable. Malgré les différentes contraintes du moment, sur 125 093 prévisions d'actes médicaux, le CHU Senos HT a réalisé 98 811, soit un taux d'exécution de 79%. Les acquis, on peut les énumérer en termes médicaux et non médicaux. En termes médicaux, nous avons des nouveaux projets comme l'imagerie. Surtout, nous avons eu l'acquisition d'un nouvel scanner qui augmente notre performance diagnostique. Et aussi, cela nous permet d'améliorer notre plateau. Et nous avons un nouveau laboratoire aussi, qui est là, laboratoire d'anatomopathologie, qui nous permet aussi d'améliorer notre plateau technique au niveau de la chirurgie, surtout au niveau du bloc opératoire. Au CHU du Centre national de dentostomatologie, professeur Hamadi Traoré, le nombre de patients augmente d'année en année. Pour permettre au personnel soignant de travailler dans de meilleures conditions, la direction souhaite déménager dans ces nouveaux locaux. Point Covid. Ce 24 janvier 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 217 tests réalisés, 0 patients guéris, 0 décès. Actuellement, 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. La 8e édition du festival culturel Ogobanya se poursuit à la place du cinquantenaire. 172 exposants venus de partout au Mali et des pays voisins proposent divers produits et services en droite ligne avec nos traditions. La foire Ogobanya, c'est un grand marché au bénéfice du secteur de l'artisanat, nous disent Cheikh Oumar Sangaré et Mariam Koulibaly.
Dans la semaine du festival culturel Ogobanya, près de 40 000 visiteurs défilent sur le site pour les différentes activités. Une grande partie de ces visiteurs passe par le village du festival qui abrite des exposants dans plusieurs domaines. Cette année, ils sont plus de 172 exposants installés. C'est un festival culturel, donc on donne la priorité aux gens qui ont des produits locaux, donc l'artisanat local qu'on veut promouvoir. Ici, les artisans viennent de partout et ils cherchent même à séduire la clientèle avec de nouvelles créations. Ce tissu s'appelle Assimi Goïta. Nous aimons Assimi Goïta et nous lui avons dédié ce tissu. Aussi, on vend plusieurs autres produits de l'artisanat Dogon. C'est l'occasion pour nous aussi d'avoir des clients potentiels. Nous avons des cartes de visite. À travers ça, il y aura des jours également. Ils vont venir à la boutique et faire ça. Dans les stands, les tradithérapeutes sont également au rendez-vous pour magnifier les savoirs locaux en termes de médecine. La foire est un cadre de retrouvailles et d'échanges. Ici, on vend beaucoup de médicaments traditionnels, des médicaments 100% traditionnels. En plus du Mali, les exposants sont venus de plusieurs pays voisins. Ce festival est une bonne chose et nous saluons l'esprit de cohésion de la communauté Dogon. Tout ce qu'on voit ici nous réconforte. La foire artisanale est permanente et dure jusqu'au lundi prochain. Sport, football. Le Mali ne jouera pas les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN en Algérie. Au cours du match décisif de qualification dans le groupe D, les aigles locaux ont été battus 1-0 par la Mauritanie. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Isaac Tienou et Abou Kouné. Mali-Mauritanie a semblé bien être entamé par le Mali. D'entrée de jeu, les aigles locaux se signalent par 3 fois en 3 minutes de jeu. Le jeu s'équilibre par la suite. Les nôtres sont tenus en échec 0-0 à la mi-temps. Au retour de la pause, les Maliens semblent timorés. Les Mourabitoun prennent le jeu à leur compte. Et la Mauritanie se signale pour la première fois à la 50e minute de jeu. 3 minutes plus tard, la tentative mauritanienne réussit. Le but est marqué par Moadouci. 1-0. Les aigles de l'encadrement technique ne se retrouvent pas du tout. Et la Mauritanie maîtrise la partie. Et dans le dernier quart d'heure, les aigles locaux semblent se ressaisir, mais impossible de revenir au score. La Mauritanie gagne son premier match de CHAN en battant le Mali par le minimum de 1-0 et se qualifie pour la suite de la compétition. On est vraiment énormément déçus parce que par rapport à tout ce que nous avons fait en première mi-temps, je pense qu'on méritait quand même de gagner ce match-là. Voilà, on est déçus, mais c'est le football. Hein. Ça se joue généralement sur les détails. Donc je pense que c'est les détails qui ont fait qu'on a perdu ce match-là. Je pense qu'en seconde mi-temps, peut-être à un moment donné, les joueurs n'étaient pas plus concentrés parce que les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, là, on a commencé à reculer. Et ce n'est pas normal. Il n'y a pas eu de réaction par rapport à la récupération de la balle. Ce qu'ils ont fait en première mi-temps, ils ne l'ont pas fait en début de la seconde mi-temps. Voilà, ça s'explique par ça. Voilà, maintenant, il faut tirer les enseignements. C'est avec joie et bonheur d'avoir écrit l'histoire de la Mauritanie, d'autant plus que ces résultats sont une suite logique de tout ce qu'on est en train de réaliser actuellement. Après, comme je l'ai dit, c'est très difficile de rester au plus haut niveau, de garder cette cadence. C'est vrai qu'un jour ou l'autre, on va tomber, mais on va essayer de se maintenir, de maintenir le cap pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Le vice-champion de dernier CHAN ne passera pas le CHAN. Vous allez voir tout à l'heure sur les écrans la nouvelle publication de Daouda Nama Tekete est un essai monographique intitulé « Et si le Mali m'était compté ?» Dans cette monographie, l'auteur tente de retracer les grandes dates et les faits historiques qui ont marqué l'évolution du Mali de l'étape préhistorique à nos jours, avec un accent particulier sur la résistance à la domination étrangère. Le lecteur y trouvera entre autres les grandes dates qui ont marqué la naissance et l'évolution de l'armée du Mali jusqu'en 2023.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre télévision nationale.